Elle est ensoleillée et sportive, dynamique et tolérante, cosmopolite et accueillante, gourmande et créative, décontractée et souriante. À l'extrême sud du continent, sur les rivages somptueux de l'Atlantique, c'est la ville-mère de l'Afrique du Sud. L'une des cités les plus fascinantes du monde. La ville du Cap est située dans un site unique, au pied de la montagne de la Table. Fondée par des colons hollandais en 1652, elle s'est développée dans cette cuvette qu'on appelle ici le City Bowl. C'est là que bat le cœur de la ville. Le Cap est une métropole de 4 millions d'habitants. C'est l'une des 20 plus grandes villes d'Afrique. La municipalité du Cap comprend un grand nombre de quartiers et de communes qui s'étendent sur toute la baie et sur la presqu'île. Mais le centre-ville est plutôt ramassé et il peut se parcourir à pied. La visite commence à Green Market Square, le cœur historique de la ville. Un cercle de pierre précise l'endroit d'où l'on calcule les distances qui séparent le Cap des autres destinations. Il est situé sous le porche à colonnade de l'ancien hôtel de ville, qui a été construit au milieu du XVIIIe siècle. Green Market Square accueille depuis toujours un marché quotidien. Mais sa vocation a changé depuis que le Cap est devenu une des capitales mondiales du tourisme. C'est maintenant un secteur clé du développement de la ville. Il est assez facile de s'orienter. Toutes les rues, ou presque, sont parallèles ou perpendiculaires à Long Street. L'artère traverse la ville de part en part sur une longueur de 4 km. On peut y admirer de beaux exemples d'architecture victorienne. C'est sur Long Street que se trouve la plus ancienne église de la ville, Slave Church. Elle était destinée à accueillir les esclaves qui s'étaient convertis. La ville est ponctuée de vestiges un peu hétéroclites, qui ont souvent changé d'affectation au fil des siècles. C'est le cas de Slave Lodge, un bâtiment construit il y a 300 ans pour y loger des esclaves. Et puis, c'est devenu une maison close, avant d'accueillir la Cour suprême. Aujourd'hui, il abrite un musée de l'esclavage. Le plus ancien des bâtiments de la ville, c'est son vieux fort. Le fort de Bonne-Espérance, qui date de 1664. Les colons hollandais l'ont construit pratiquement dès leur arrivée. Il se trouve aujourd'hui en centre-ville, à l'intérieur des terres, et pourtant, on l'a construit au bord de la mer. En fait, pour assurer son développement, la ville a repris depuis quelques terres sur l'océan. Chaque jour, on peut assister à la relève de la garde, dans la cour de ce fort où il n'a jamais été tiré un coup de feu. En même temps qu'ils ont bâti le fort, les colons ont créé des jardins. Les jardins de la compagnie.
C'était pour cultiver des fruits et des légumes destinés aux équipages des navires de la Compagnie des Indes. À l'origine, le cap ne devait être qu'une halte de ravitaillement sur la route des navigateurs qui allait vers l'Orient. Les jardins de la compagnie offrent aujourd'hui un espace vert en plein cœur de la ville, très apprécié des habitants. C'est le paradis des écureuils gris. Une espèce ramenée d'Amérique au début du XXe siècle qui s'est parfaitement acclimatée ici. Au fond des jardins se détache la silhouette de la table. D'ailleurs, où que l'on soit dans la ville, ou presque, on voit la montagne. Et cela donne envie d'y monter. Si le vent ne souffle pas trop fort, et si son sommet n'est pas couvert de sa nappe de nuages, il suffit de prendre le téléphérique. Depuis sa mise en service en 1929, il a transporté au sommet près de 25 millions de visiteurs. Au fil des années, le système a évolué et les cabines ont déjà été changées plusieurs fois pour faire face à un formidable engouement. Aujourd'hui, c'est toujours une attraction phare de la ville. Elle exige souvent un peu de patience. Même si le système actuel permet de transporter jusqu'à 800 personnes à l'heure. Dans la file d'attente, on peut avoir une pensée pour Antonio de Saldanha, un navigateur portugais. En 1503, pendant que son bateau mouillait dans la baie, il fut le premier à escalader la montagne. Les cabines actuelles permettent d'accueillir chacune 65 passagers. À la vitesse de 10 mètres par seconde, l'ascension paraît toujours trop courte. Surtout que les cabines tournent sur elles-mêmes et donnent à chacun une vue à 360 degrés sur le paysage. Il suffit de 3 minutes pour parcourir les 1200 mètres de câble et se retrouver sur le plateau mythique de la table. L'altitude, 1086 mètres, reste modeste. Mais on est juste au-dessus de l'océan. Et les vues sur le littoral sont très spectaculaires. Depuis les belvédères, 5 sentiers aménagés permettent de partir en toute sécurité à la découverte du plateau. Une surface de 3 km². Cette montagne insolite, dont on parcourt le sommet sans effort, est l'une des plus anciennes de la planète. Elle est 6 fois plus vieille que la chaîne de l'Himalaya. La table est composée de grès sédimentaires qui se sont déposés au fond de la mer il y a 500 millions d'années. Quand l'océan s'est retiré, le vent, le gel et la pluie les ont érodés. Ce qui explique ce sommet tout plat et la forme de quelques rochers. Avant de redescendre de la table, certains méditent face à l'océan. D'autres essayent de localiser leur quartier par rapport à la montagne. Mais personne n'oubliera de rejoindre l'une des plateformes du nord-est, d'où l'on a une vue sans égale sur la ville. D'ici, on embrasse toute la baie. On voit Robben Island, au large de Signal Hill,
et, au pied de la colline, le stade et les aménagements de Greenpoint. Le Cap se développe au sein d'un site naturel dont la plus grande partie est protégée. Aussi, l'espace est compté. Il y a pourtant, tout près du centre-ville, un peu en retrait du port, un grand espace libre. C'est un ancien quartier. C'est ici que le Cap a écrit l'une des pages les plus sombres de son histoire. En 1966, au nom de l'apartheid, il fut décidé de raser le District 6. Le quartier comptait 60 000 habitants. On leur reprochait d'être noirs, malais, indiens, de former une communauté cosmopolite dans un centre-ville que l'on voulait réserver aux Blancs. On a gardé la mémoire du quartier martyr dans un musée émouvant où sont exposées les plaques des rues disparues et des tentures où les familles déplacées sont venues broder leurs noms et leur détresse. Elles ont quitté un moment le township où on les a exilées pour venir localiser leur habitation sur un plan de rue géant qui garde, pour toujours, le souvenir de cet épisode tragique. À la fin du régime d'apartheid, le Cap a connu une véritable renaissance. La communauté internationale a mis un terme au boycott du pays. Les touristes sont revenus au Cap. Et le Cap a tout fait pour bien les accueillir. C'est du côté du Vieux-Port que la transformation a été la plus spectaculaire. Les bassins inaugurés par la reine Victoria et son fils Alfred au milieu du XIXe siècle ont été le cadre d'une opération d'envergure. Les promoteurs du projet se sont largement inspirés de la réhabilitation du port de San Francisco. C'est un mélange de commerce, de distraction, d'hôtels et de restaurants dans une ambiance portuaire préservée, où il fait bon flâner. Le waterfront, comme on l'appelle, a connu d'emblée un formidable succès. Aujourd'hui, c'est la première destination touristique du pays. Et son centre commercial est le plus important de tout le continent. Sept jours sur 7, c'est l'affluence dans ce lieu qui est devenu la référence en matière de shopping au Cap. Juste à côté, un ancien entrepôt a été aménagé pour proposer un large éventail de la production artistique du Cap et de tout le pays. Parmi les objets proposés, il y a ces sculptures de perles et de fils qui sont fabriquées dans un atelier de la ville. Ici, chacun est le créateur de son modèle. Les
Les artistes sont payés tous les mois en fonction du nombre de pièces qu'ils ont réalisées. Lorsqu'il s'agit de la commande d'un grand sujet, plusieurs personnes peuvent travailler chacune sur une partie du corps de l'animal. Une fois ce lion assemblé, il sera livré sur le paquebot amarré au waterfront. Conçu initialement pour une clientèle extérieure, le waterfront séduit aussi les habitants de la ville. Ils viennent y boire un verre, regarder passer les bateaux ou observer les cormorans qui nichent sur les poutres des quais et se disputent leurs poissons sur les pontons. Mais pour voir du poisson, mieux vaut aller à l'aquarium. Chose rare, il présente dans ses bassins la faune aquatique de 2 océans. La ville, au bout du continent, est aux confins des eaux chaudes de l'océan Indien et de celles très froides de l'Atlantique, où se développent ces grandes forêts de varech. L'aquarium des 2 océans doit une bonne part de sa notoriété au grand bassin consacré aux prédateurs. À défaut d'y trouver un grand requin blanc, on peut y observer de beaux spécimens de requins taureaux. Avec sa lumière et son site, le Cap attire les publicitaires d'Europe et d'ailleurs. Le port est devenu l'endroit où les entreprises invitent leurs meilleurs clients. Ici, l'ambiance est chic et se veut un peu élitiste. Et juste à côté, c'est le retour au port d'un bateau pirate de pacotille. Et l'ambiance est résolument bon enfant. C'est un peu le secret de la réussite du lieu. Chacun y trouve ce qui lui convient. Ici, on fait cohabiter sans problème un petit train touristique et l'hommage aux 4 Sud-Africains prix Nobel de la paix. Ils sont représentés un peu plus grands que nature. Il y a Albert Luthuli, l'ancien président de l'ANC. Desmond Tutu, l'archevêque du Cap. Et puis, inséparables, les présidents de Klerk et Mandela, honorés en 1993. Mandela occupe une place toute particulière au waterfront, car c'est de là que sont organisés les départs pour Robben Island. Il y a 3 ou 4 bateaux par jour, et il faut réserver à l'avance. On aperçoit déjà des otaries dans le bassin, ce qui explique le nom Robben Island. En afrikaner, Robben Island, c'est l'île aux phoques. Le trajet va durer 30 à 60 minutes, en fonction de l'état de la mer. Comme les conditions sont idéales,
on a tout loisir d'admirer le paysage magnifique de la ville qui s'éloigne. Robben Island se trouve à une dizaine de kilomètres au nord du Cap. Les passagers vont découvrir une île toute plate de 5 km². Cet îlot rocheux, entouré de prairies de varech, est depuis toujours un paradis pour les oiseaux marins. Mais ce fut longtemps un enfer pour les hommes. Robben Island a toujours été un endroit un peu maudit, où l'on exilait les fous, les lépreux, tous les indésirables. Au XVIIe siècle déjà, les colons hollandais y déportaient leurs prisonniers. Mais c'est en 1961 qu'on a construit cette prison de haute sécurité. Elle était destinée essentiellement à accueillir les opposants à l'apartheid. Aujourd'hui, ce sont d'anciens prisonniers politiques qui font visiter la prison. À Robben Island, deux choses rendaient les conditions de détention particulièrement difficiles. Lors des parties de football sur le terrain pelé, les prisonniers apercevaient la table au-dessus du mur d'enceinte. Et surtout, ils étaient traités différemment selon leur couleur de peau. Sur cette reproduction des consignes, on voit que les Noirs, les Bantous, recevaient beaucoup moins de nourriture que les Métis ou les Asiatiques. Ici, chacun vient surtout voir une cellule, celle de Mandela. Il y est resté 18 ans de sa vie, sur les 27 qu'il a passés en prison. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Le 24 mai 1990, le jour où il a été libéré de prison, 100 000 personnes s'étaient massées ici, sur grande parade, pour accueillir Mandela. C'est depuis les marches du Cape Town City Hall qu'il a prononcé son premier discours d'homme libre. Pour une fois ce jour-là, la circulation est fluide. Tout le monde a rejoint la place de grande parade. La foule converge ici parce que c'est la fête des Lumières et la ville a organisé un grand concert gratuit. Toutes les communautés sont représentées. Mais les Blancs sont nettement moins nombreux. Depuis la fin de l'apartheid, il y a eu une profonde transformation de la structure démographique du Cap. La ville était jusque-là majoritairement habitée par des métis. Aujourd'hui, la population noire a fortement augmenté et les deux communautés s'équilibrent. Il y a en haut de la ville, adossé à la colline de Signal Hill, un quartier aux maisons colorées. C'est Beau Cap, ce qui en afrikaner veut dire au-dessus du cap. On l'appelle aussi le quartier malais. Il est en effet habité depuis toujours par les descendants d'esclaves malais, mais surtout indonésiens et indiens. S'ils ont peint leur maison avec ces couleurs vives, c'est pour affirmer leur identité.
et ils ont résisté chaque fois qu'on a voulu les déplacer. Ce petit quartier, qui abrite une communauté essentiellement musulmane, garde ses couleurs mais perd un peu son âme. Car beaucoup d'habitants vendent leur maison parce qu'on leur en offre un bon prix. Le charme coloré de Beaucap a fait tache d'huile sur le quartier voisin de Waterkant. À l'origine, Waterkant faisait partie de Beaucap. Mais en 1966, les lois d'apartheid en ont exclu les populations noires et métisses pour le réserver strictement aux Blancs. Depuis la fin du régime de ségrégation, Waterkant présente un nouveau visage. Ouvert et tolérant. C'est aujourd'hui un quartier très en vogue auprès des jeunes cadres, des artistes et des membres aisés de la communauté lesbienne et gay. Waterkant cultive son côté village et revendique une inspiration européenne. Avec ses cottages fleuris, ses terrasses, ses restaurants et ses galeries d'art, le quartier a un charme indéniable. Mais Waterkant reste un petit quartier qui ne compte que quelques centaines d'habitants. Faute de pouvoir s'étendre, il ne peut en accueillir plus. Alors les bourgeois bohèmes sont descendus vers le port, à la recherche de rues, d'espaces, de volumes disponibles. Ils ont finalement investi une zone de hangars, de bâtiments décrépits qui avaient plutôt mauvaise réputation. Woodstock, un faubourg coincé entre les docks et la montagne de la Table. Aujourd'hui, c'est le quartier branché. Derrière leurs façades repeintes, les entrepôts aménagés abritent une véritable pépinière de restaurants, de boutiques à la mode, de commerces et de start-up qui valorisent la production artistique. On est au Cap, l'une des capitales mondiales du design. Il y a à Woodstock un endroit qui est devenu une véritable institution. C'est ce vieux bâtiment qui date de la fin du 19e. Aujourd'hui, c'est l'une des destinations shopping préférées des habitants du Cap. Ils viennent chercher ici des produits originaux et des vêtements tendance. Mais surtout, une autre atmosphère que celle des galeries marchandes du Waterfront ou d'ailleurs. Ici, tout est placé sous le signe de la créativité. Dans la cour pavée du Vieux Moulin, on se sent davantage en Europe que tout au bout de l'Afrique. Chaque samedi matin, l'endroit connaît une animation toute particulière. C'est un rendez-vous que beaucoup d'habitants du Cap ne veulent manquer pour rien au monde. Une sorte de grand marché dégustation de produits frais.
Le Neighbor Goods Market a été créé en 2006 par deux jeunes businessmen du Cap. Basé sur la mise en valeur de produits locaux de qualité, il a connu un succès immédiat. Ici, on peut tester le savoir-faire culinaire d'une centaine de spécialistes en tout genre. Le concept est en parfaite harmonie avec l'esprit de la ville. Décontracté, convivial, ouvert à toutes les cuisines, à toutes les cultures. À l'extérieur, juste en face du moulin, on commence à voir fleurir quelques brocantes. Mais pour les vrais chineurs, les affaires ne se font pas au pied de ces murs peints. Il faut remonter un peu la baie vers le nord et s'arrêter dans le faubourg de Milnerton. C'est ici, le long de la mer, que se tient le plus célèbre marché aux puces de la région. Avec, en toile de fond, la montagne de la table. C'est un marché authentique et populaire. On y voit très peu de touristes. Il est fréquenté essentiellement par les gens du cru. La plupart appartiennent aux classes moyennes, voire plus modestes. Ici, mis à part quelques amateurs d'œuvres d'art, la plupart des chineurs sont à la recherche d'objets vraiment utiles et pas chers. Cette brocante existe depuis plus de 20 ans. Elle attire d'autant plus de monde qu'elle se trouve sur la route de Blueberg Strand, l'un des sites les plus célèbres de la baie. Si l'on regarde vers le nord, la station balnéaire présente, il est vrai, une magnifique plage de sable. L'océan y est turquoise, mais chaque baignade représente quand même un défi. La température de l'eau dépasse rarement les 15 degrés. Pour découvrir ce qui fait la célébrité de cette plage, il faut tourner le regard vers le sud. Il n'y a pas d'endroit où le massif de la Table et le site de la ville se détachent de façon plus spectaculaire. On est à vol d'oiseau à une dizaine de kilomètres de la Table. À droite du plateau, on distingue parfaitement un dôme rocheux qu'on appelle ici la tête de lion. C'est le prolongement de la colline de Signal Hill. Chaque jour, si le temps le permet, Signal Hill devient le point de rassemblement des parapentistes de la région, qu'ils soient confirmés ou débutants. Le site est très animé et le business bat son plein. Plusieurs sociétés se sont spécialisées dans les vols en tandem. Une expérience très appréciée des touristes et lucrative pour ses animateurs. L'organisation est très au point et le site se prête parfaitement aux envols.
c'est en fin de matinée que les conditions sont les plus favorables. Il y a alors beaucoup de voiles au-dessus de la mer et des plages en contrebas. Juste au pied de la colline, c'est Sea Point. Le quartier de Sea Point est bordé côté mer d'une belle promenade de 4 km, très appréciée des habitants. Comme souvent au Cap, l'ambiance y est détendue et bon enfant. Côté plage, les possibilités de baignade sont limitées à cause des courants, des vagues et des rochers. Avec quelques aménagements, on a créé des petites piscines naturelles qui font le bonheur des enfants. Ils y sont en sécurité. Mais avec le courant froid du Benguela qui passe au large, il manque à l'eau quelques degrés. C'est sans doute la raison de l'affluence à cette piscine plutôt étonnante. C'est une piscine remplie d'eau de mer qui est filtrée, purifiée mais non chauffée. L'infrastructure est remarquable. Il y a 4 bassins, dont l'un est réservé aux enfants et un autre est équipé d'un plongeoir. Ce n'est pas le nombre, la taille ou la qualité des bassins qui étonne, c'est le monde qu'ils drainent et l'ambiance qui règne autour. La piscine a été complètement réaménagée dans les années 2000. Elle avait été créée vers 1960, au temps de l'apartheid. Elle était alors strictement réservée aux Blancs. Désormais, elle est surtout fréquentée par les gens de couleur. Les Blancs, eux, vont plutôt sur la plage. Celle de Sea Point n'est pas la plus belle. À moins de 2 km au sud, le massif de la Table tombe en à-pic dans la mer. Les immeubles accrochés à la montagne ont une vue imprenable sur une baie magnifique, celle de Clifton. Clifton est l'endroit le plus chic et le plus cher de toute la côte sud-africaine. On est à moins de 3 km du centre-ville. Et l'endroit est très convoité. Ces parties les plus vulnérables sont inscrites au registre des monuments nationaux. Elles échappent ainsi à de nouveaux projets immobiliers. La bourgeoisie fortunée de Clifton et des alentours fréquente ces terrains de boules aux portes de la baie voisine. Bien que chacun soit très sérieux, le jeu semble un peu un prétexte. On vient plutôt pour se montrer et entretenir des relations. L'ambiance élégante, un peu compassée, tranche avec celle très décontractée de Camps Bay, qu'on aperçoit juste derrière. Camps Bay, c'est la station à la mode. Dans son décor de carte postale, elle est très fréquentée. La station a fondé sa notoriété sur la beauté de son site. En arrière-plan de sa plage de sable fin,
c'est le massif des 12 apôtres. À la fois chic et populaire, animé toute l'année, Camps Bay est la station balnéaire de référence. Mais quand on est au Cap, on peut choisir sa plage en fonction de ses envies, de ses humeurs. On peut aller surfer dans les vagues de Muizenberg, aller jusqu'à Boulders pour y observer les manchots, faire une photo, comme tout le monde, au Cap de Bonne-Espérance, ou s'arrêter dans la petite gare de St. James pour y voir les cabines multicolores. Il y a aussi quelques kiosques colorés sur la plage de Fichuk. Un grand arc de sable de plus d'1,5 km. Ici, on est dans une baie où l'eau est beaucoup plus chaude qu'ailleurs. En été, elle peut atteindre 24 degrés. Le problème ici, c'est les requins. Il y a déjà eu dans les années 2000 2 attaques mortelles de grands requins blancs. Des filets sont là pour protéger la zone de baignade. Et la couleur des drapeaux indique l'importance du risque. Il n'empêche, la plage est très fréquentée et on en donne ici une jolie définition. Quand on quitte les plages de la péninsule pour remonter vers le Cap, on peut prendre la route côtière à péage, Chapman's Drive. Creusée dans les roches les plus vieilles du monde, elle doit être sérieusement entretenue et souvent consolidée. Mais elle offre, sur quelques kilomètres, l'image fidèle de la splendeur de cette côte. Du promontoire de Chapman's Peak, on a une vue à 180 degrés sur Out Bay. À l'entrée de la baie, il y a une statue improbable, un léopard assis sur un rocher. Un hommage au dernier grand carnivore tué ici en 1930. Out Bay offre une belle plage de sable. Elle est très appréciée des familles parce que l'eau y est peu profonde et que le fond descend en pente douce. On vient aussi à Out Bay pour acheter du poisson ou pour manger des fruits de mer dans ce restaurant très connu et très fréquenté. Il est approvisionné par le port de pêche. C'est l'un des plus importants du littoral et l'un des sites favoris des otaries à fourrure. Toute l'agglomération du Cap semble tourner vers la mer. Mais la vie bat aussi très fort côté terre. À l'est du massif de la Table, les grandes avenues ombragées mènent aux quartiers les plus résidentiels de la péninsule. On arrive dans un autre monde, où les collines et les vallées sont luxuriantes, et en bien des endroits plantés de vignes.
L'idée de cultiver du raisin en Afrique du Sud est venue du fondateur du Cap, Jan van Riebeeck. Il disait, en 1652, que le vin était le meilleur moyen pour combattre le scorbut des équipages. Cette recommandation s'est concrétisée ici quelques années plus tard. En 1685, le commandeur Simon van der Staal a créé la première exploitation vinicole du pays sur le domaine de Groot Constantia. C'est un endroit magnifique où l'on se promène librement. On a ainsi l'occasion d'apprécier les bâtiments restaurés. Ils offrent un bel exemple d'un style architectural caractéristique, le Hollandais du Cap. L'endroit est tout entier dédié au vin, que l'on peut déguster en terrasse ou dans des salons où l'on apprend que Napoléon et quelques souverains de ce monde étaient de grands amateurs des vins de Constantia. Pour se faire une idée de la production actuelle, on peut suivre un petit cours d'œnologie et apprendre à apprécier quelques crus. La renommée des vins du Cap n'a d'égal que celle de ses fleurs, notamment de ses protées. Il en existe une centaine d'espèces et quelques-unes ne vivent que sur la montagne de la Table. On est sur la montagne, sur les pentes adoucies de son versant est, au cœur d'un des jardins botaniques les plus renommés du monde, le jardin de Kirstenbosch. Pas besoin d'être un spécialiste, de savoir identifier les 8500 espèces de fleurs cultivées, ni les quelques centaines de végétaux qui poussent à l'état naturel. On vient dans le jardin pour se promener, se reposer, se retrouver juste un moment, un peu à l'écart de l'agitation de la ville. Ici, on peut pique-niquer, jouer, marcher sur les pelouses, profiter pleinement de ce formidable environnement. Kirstenbosch a été fondée au tout début du XXe siècle sur des terrains légués par Cecil Rhodes, qui était à la fin du XIXe le premier ministre de la colonie du Cap. À sa mort, on a construit tout près de là, sur les flancs de la Table, cet incroyable mémorial. Il y a 49 marches pour symboliser chaque année de sa vie. 8 lions, copiés sur ceux de la colonne Nelson à Trafalgar Square. Quant au granit dont est fait ce monument, il a été extrait du socle de la Table. Rien n'a été trop beau pour cette personnalité désormais contestée. Le magnat du diamant était aussi un impérialiste dans l'âme. De la niche qui l'abrite, Cecil Rhodes porte un regard rêveur sur les faubourgs du Cap. C'est la vue qu'il préférait. Aujourd'hui, elle donne directement sur le township de Langa. Au Cap, 70% de la population vit dans les townships. Celui de Langa est le plus vieux. Il date de 1927 et compte 60 000 habitants. Avec ses commerces aménagés dans des containers, son économie parallèle, c'est une ville dans la ville. L'habitat y est souvent insalubre. Les conditions d'hébergement varient d'une famille à l'autre. Les plus défavorisés habitent des cabanes en tôle, qu'on appelle ici des shacks. On s'organise comme on peut pour subvenir à ses besoins.
Tous les enfants sont sûrs de manger au moins 2 fois par jour. À l'école, obligatoire et gratuite. C'est le rayon de soleil de ces townships. Cette possibilité d'être éduqué pour en finir avec la violence. D'apprendre pour avoir un vrai métier. Et habiter, peut-être un jour, l'une des vraies maisons qu'on construit près de l'école. Ce jour-là, des élèves de Kensington ont quitté leur banlieue pauvre pour une sortie de classe à Greenpoint. Ils profiteront toute la journée des installations magnifiques du nouveau parc. Le cap, c'est ça. Les inégalités sont flagrantes, mais tout est ouvert et tout semble possible, sous la belle lumière de la ville.